Bonjour à tous ceux qui sont ici et puis ceux qui sont en ligne aussi. Merci d'être là. Donc ça fait pas mal de temps qu'en petit groupe, on est plusieurs et assez nombreux finalement, mais relativement isolés à se poser des questions sur le bilan GES du laboratoire, du 3IT, de l'impact que ça a. Et il se trouve que Alice est doctorante dans une interaction qui implique le LN2 et un laboratoire à Tucson, mais dans sa vie antérieure, elle a été ingénieure au CNRS et elle a été en charge justement de ce bilan GES pour le CNRS et en contact avec les laboratoires. Donc on aurait trouvé ça dommage de ne pas profiter de son passage ici dans le cadre de ses travaux de thèse. Fort intéressant aussi, elle pourra en parler également, de ne pas en profiter pour démarrer ce genre de discussion. Alors on voudrait être plus en avance sur la structuration de l'effort qu'on voudrait mener, et on reviendra dessus à la fin de la discussion, mais l'idée serait effectivement de faire un bilan aussi bien du côté du LN2 que du côté du 3IT, de faire en sorte de pouvoir passer de l'un à l'autre peut-être de façon la plus simple possible. Et on reviendra dessus en fin de présentation, de discussion. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit groupe de volontaires et puis des gens qui échangent et qui se rencontrent, qui discutent, et pas qu'on fasse ça chacun dans notre coin. Voilà. Merci, c'est bon, j'ai mon mic. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alice Sagblequet, ingénieure de formation et doctorante depuis... Ah oui, ok. Doctorante depuis quelques mois maintenant. Donc, je réalise ma thèse en santé environnementale entre la France, l'Arizona et un petit peu Sherbrooke. Et je suis d'ailleurs encadrée par Céline Vercher ici au sein de Sherbrooke et du LN2. Et donc, effectivement, comme l'a dit Michael, je suis ici devant vous aujourd'hui parce que j'ai travaillé pendant 1 an au pôle développement durable du CNRS, donc du Centre national de la recherche scientifique, en tant qu'ingénieur d'études. Et donc, on m'a recruté spécifiquement pour réaliser le bilan d'émissions de gaz à effet de serre de l'établissement. Donc, c'était le premier qu'ils avaient réalisé. Et en fait, le CNRS a utilisé cette réalisation de bilan pour un petit peu impulser la structuration de la transition environnementale de ces labos de recherche. Donc l'idée, c'est un peu que je vous présente un mini panorama de ce qui se passe au sein du CNRS, en France, au sein des laboratoires, et puis qu'après on discute, qu'on réponde à vos questions et qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire au sein du LN2. Donc au cours de cette courte présentation, je vais vous parler un petit peu du rôle de la recherche publique française vis-à-vis de la crise climatique à travers donc l'exemple du Centre national de la recherche scientifique. Je vais vous parler également de la réalisation du bilan d'émissions de gaz à effet de serre et de la manière dont c'est un outil qui est plébiscité à différentes échelles, donc à l'échelle globale et nationale comme à l'échelle des laboratoires. Je vais également vous évoquer quelques outils et initiatives qui sont implémentés et implémentables au sein de laboratoires de recherche. Et enfin, je vais vous toucher quelques mots de l'expérimentation 1.5 qui se propose de soutenir des laboratoires pilotes de la transition environnementale. Donc le CNRS, simplement en quelques chiffres, c'est près de 4 milliards d'euros de budget par an, plus de 33 000 agents de la recherche et support de la recherche pour plus de 1100 laboratoires de recherche. Et donc les disciplines du CNRS se partagent sur 10 instituts dont je vous ai mis les noms ici. Donc ils font des maths, de l'information et des interactions, sciences biologiques, écologie et environnement, chimie, sciences humaines et sociales, physique, sciences de l'ingénierie et des systèmes et sciences de l'univers. En termes d'état des lieux, je vais m'appuyer sur une enquête qui a été réalisée par le groupement de recherche Labo 1.5. Et donc, Labo 1.5, de la manière dont il se présente, c'est un dispositif soutenu donc, par le CNRS et 3 autres établissements de recherche français, l'INRAE, l'ADEME et l'INRIA. Et donc, ce GDR est constitué d'une équipe de direction, d'un conseil scientifique dont fait partie Valérie Masson-Delmotte et de 4 équipes projets. Et donc, l'objectif de Labo 1.5, c'est vraiment de mieux comprendre et de réduire l'empreinte carbone des activités de recherche. Et donc, en janvier 2021, le GDR a lancé l'enquête « Les personnels de la recherche face au changement climatique » et donc a proposé cette enquête à près de 30 000 personnels de la recherche qui ont été tirés au sort et a obtenu pour cette enquête un taux de réponse de 20%. Donc, les 2 premiers graphes que je vous propose sont assez parlants du niveau d'inquiétude et de préoccupation des personnels de la recherche en France. Donc, à la question « Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le changement climatique ?» on a environ 70% de personnel de la recherche, donc répondants et répondantes, qui se définissent comme extrêmement préoccupés ou très préoccupés, et un peu plus de 20% qui se définissent comme assez préoccupés.
Et donc, dans la même foulée, à la question « Pensez-vous que l'urgence climatique exige des changements profonds dans la pratique de nos métiers ?» On a près de 90% de répondants et répondantes qui sont soit plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Donc, je trouve que c'est un exemple assez parlant de la manière dont, en dehors des disciplines de recherche à proprement parler, les personnels de la recherche se posent vraiment des questions sur leur pratique en tant que telle et la manière dont elles peuvent s'inscrire ou non dans une transition environnementale en accord, par exemple, avec la stratégie nationale. Donc, vis-à-vis des précédents graphes, on a cette nouvelle question qui est sous-tendue. Est-ce que la recherche publique, dans le cas français, doit être un secteur qui est exemplaire vis-à-vis de la transition environnementale ou un secteur qui est exempté, un secteur d'exception? Et donc, à la question, pensez-vous que la recherche publique doit montrer l'exemple ou être considérée comme un secteur d'exception et bénéficier d'une dérogation? On a plus de 90% des personnels de recherche qui considère que la recherche publique doit soit montrer l'exemple et aller au-delà des objectifs qui sont fixés par la stratégie nationale, soit se cantonner à la stratégie nationale et réduire ses émissions d'un tiers environ à horizon 2030. Et parallèlement, lorsqu'on pose la question à ces répondants et ces répondantes, quelles actions est-ce que les institutions doivent être prêtes à prendre en compte pour se structurer dans l'objectif d'avoir une réduction d'empreinte carbone. On a l'action qui est de renouveler des équipements en faveur d'équipements moins énergivores, qui est celle qui obtient le plus d'approbation, alors que l'action qui remporte le moins d'approbation est celle d'intégrer l'empreinte carbone en tant que critère de financement de projet au sein des disciplines de recherche. Donc c'est vrai que au cours de mon année au CNRS, c'est un argument que j'ai assez vu, le fait que certains chercheurs et certaines chercheuses considèrent que la recherche publique contribue déjà à la lutte contre le changement climatique de par les travaux qui sont édités chaque année et donc elle ne devrait pas être entravée par des contraintes qu'on appliquerait par exemple à d'autres secteurs en France. Alors, vis-à-vis du bilan d'émissions de gaz à effet de serre au sein du CNRS, en fait, c'est parallèlement, par rapport à toutes les questions de positionnement, c'est vraiment un outil qui a été considéré comme un outil d'adhésion et de communication en même temps. C'est vrai que les questions de positionnement, surtout au sein de CNRS, ont été très, très, très débattues. Et en fin d'année 2021, à l'aune du début du travaux sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, Antoine Petit, le PDG du CNRS, a saisi le comité d'éthique du CNRS pour un petit peu le sonder sur la position que devait prendre l'établissement sur ces questions de transition environnementale. Et donc, le comité d'éthique a sorti son avis en 2022, que je vais vous lire. La prise en compte des impacts environnementaux de la recherche doit être considérée comme relevant de l'éthique de la recherche, au même titre que le respect de la personne humaine ou de l'animal d'expérimentation. Donc voilà, le comité d'éthique est clair, c'est vraiment une question dont le CNRS doit se saisir lorsqu'il discute de ses pratiques de recherche. Donc, depuis quelques années, en parallèle, le CNRS se dote doucement d'une sorte de structuration autour du développement durable et de tout ce qui est thématique environnementale au sein de son établissement. Donc, je ne vais pas vous la détailler, mais l'une des actions qui a été centrale à cette structuration, c'était la réalisation du bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour être honnête, ce n'est pas une initiative du CNRS, puisqu'en fait, c'est un exercice qui est réglementaire. C'est-à-dire que depuis 2012, de mémoire, les établissements publics de plus de 400 agents doivent réaliser leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre tous les 3 à 4 ans et le rendre public sur la plateforme de l'ADEME. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait être fait, mais on a toujours un fort pourcentage d'établissements publics, recherche et autres, qui ne réalisent pas encore leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est surtout une tâche, comme on le verra tout à l'heure, qui est assez chronophage et qui peut être assez complexe en fonction de la structure. Donc c'est vraiment une tâche sur laquelle on doit mettre des moyens, et c'est la raison pour laquelle j'ai été recrutée au CNRS pour réaliser le bilan. Et je dirais que ça a vraiment servi d'impulsion, notamment auprès des instances dirigeantes. J'ai vraiment vu la différence entre le moment où je suis entrée au CNRS et qu'on a présenté le projet un peu partout. On allait en comité de direction, devant les directeurs d'instituts, etc., pour un petit peu exprimer le fait qu'on allait réaliser ce bilan-là et qu'on avait de plus en plus d'agents qui souhaitaient qu'on se structure à ce niveau-là et qu'on leur offre un cadre pour qu'eux puissent avancer en termes de transition environnementale au sein de leur labo. Et on avait des dirigeants, des directeurs, directrices qui étaient
qui avaient des petits doutes, qui n'étaient pas forcément convaincus de la tâche. Et j'ai vu par rapport à l'après, lorsqu'on a présenté les résultats du BGES, on n'avait plus de doute en fait au sein des instances directrices pour dire qu'il fallait qu'on y aille, qu'il fallait qu'on soutienne les laboratoires dans leur démarche. Donc rapidement, en termes de principe, en quoi consiste un bilan d'émissions de gaz à effet de serre? Alors c'est des choses qu'on va retrouver en fait par rapport à l'établissement de bilan d'émissions de gaz à effet de serre au sein des laboratoires. Mais ici, on se place vraiment au niveau d'une vision nationale. Et la tâche un petit peu complexe qu'on a dû réaliser au début, c'est de réaliser le choix des périmètres. Donc un BGES, en général, ça se fait sur une année civile. Et on va avoir le choix d'établir les périmètres organisationnels d'un côté et le périmètre opérationnel de l'autre. Donc le périmètre organisationnel, c'est vraiment, lorsqu'on considère une organisation globale, quelle structure on va prendre en compte pour comptabiliser ces émissions carbone. Et donc, comme je le disais, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'est d'avoir une vision globale et nationale du CNRS. Donc, notre choix était plus simple, je dirais, que par rapport au laboratoire, parce qu'on a vraiment pris tout ce qui, en fait, regroupait les activités du CNRS à un sens global du terme. Donc, après le choix du périmètre organisationnel, on va s'intéresser au choix du périmètre opérationnel, c'est-à-dire quelles activités, en fait, on va prendre en compte dans la comptabilisation d'émissions carbone. Et réglementairement parlant, on doit prendre en compte 3 catégories d'émissions ou 3 scopes. Donc la catégorie d'émissions directes de GES, émissions indirectes associées à l'énergie et toutes les autres émissions indirectes de GES. Et on se rend assez rapidement compte que c'est vraiment la catégorie 3, donc le scope 3, qui nous pose le plus de soucis parce que c'est là où on va retrouver les déplacements domicile-travail, les déplacements de mission, les achats, donc toutes ces informations qui ne sont pas forcément aussi simples à retrouver que la consommation d'énergie des bâtiments, par exemple. Donc nous, ce qu'on a réussi à comptabiliser sur l'année 2019, parce qu'on voulait une année pré-Covid pour vraiment avoir une année de référence, on a comptabilisé les consommations des bâtiments CNRS, les déplacements domicile-travail des agents CNRS, les missions des agents sur budget CNRS, les achats sur budget CNRS et les immobilisations sur budget CNRS. Et donc on a eu le total qui nous a pas mal étonnés parce qu'on s'est rendu compte en fait que les achats et les immobilisations représentaient pour plus de 70% de notre empreinte carbone. Alors que j'ai plutôt l'impression que les précédentes années, on avait plutôt un focus sur les missions. C'était peut-être les postes qui étaient les plus tangibles pour comptabiliser, mais en plongeant dans les achats, grâce au module de l'outil GES 1.5, on s'est rendu compte que la part des achats était vraiment énorme. Et à savoir aussi que ce résultat, tout d'abord, c'est un résultat au niveau national. On s'en rend compte également que ça va vraiment dépendre des disciplines au sein des laboratoires. Il va y avoir des laboratoires, pas forcément aussi... Oh oui, pardon, désolé, je n'avais pas vu. Oui, exactement, les consommables, par exemple le papier, les stylos, le matériel de bureau. Alors que dans les immobilisations, on va considérer le matériel et instruments de laboratoire. Et on va également considérer les équipements informatiques. On va lisser l'effet des émissions carbone sur les années d'utilisation. Oui, donc on va vraiment avoir une déclinaison de cette empreinte carbone relative à la spécificité en fait, des laboratoires et de leurs disciplines de recherche. Par exemple, un laboratoire de l'Institut de recherche pour le développement, par exemple, va beaucoup être basé sur des missions de terrain à l'étranger, donc va forcément avoir une part de missions plus importante que des achats. Et donc voilà, ça c'est vraiment en fonction des différentes disciplines et thématiques de recherche. Donc pour l'année 2019, on a obtenu une empreinte carbone du CNRS d'environ 440 000 tonnes équivalent CO2, ce qui revient à, de mémoire, environ 13 tonnes par agent de CNRS. Je vous ai simplement mis un screen d'un outil qui s'appelle l'outil bilan carbone. Ce n'est pas un outil que j'ai utilisé pour réaliser le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pour simplement vous montrer qu'il y a pas mal d'outils qui existent maintenant sur le marché. Certains labos y ont usage ou non, et donc le bilan carbone, c'est celui qui est l'outil bilan carbone, c'est celui qui est le plus célèbre. Et l'inconvénient de ces outils, c'est qu'il peut être très bien adapté pour des entreprises, par exemple ce type de périmètre, mais pour des établissements de recherche, il y a vraiment une spécificité de périmètre, et donc c'est vraiment une problématique qu'il faut prendre en compte et sur laquelle Labo 1.5, le groupement de recherche, s'est vraiment penché avec son outil GES 1.5. Donc qu'en est-il des BGES au sein des laboratoires ? Alors, en octobre 2020, donc le PDG du CNRS a enjoint l'ensemble des directeurs et directrices d'unités du CNRS
à engager la réalisation de leur propre bilan au sein de leur laboratoire, et donc notamment via l'outil GES 1.5, qui est un outil de comptabilisation carbone adapté au périmètre d'un laboratoire. Donc derrière les petits pictos, en fait, je vous ai mis l'ensemble des périmètres qui est pris en compte dans l'outil GES 1.5. Donc GES 1.5 va prendre en compte la comptabilisation de l'empreinte carbone des bâtiments, des déplacements au domicile-travail, des missions, des achats et du matériel informatique. Et ce qui est vraiment super avec cet outil, c'est qu'en fait, c'est un outil qui est en perpétuelle évolution. Et il me semble que quand je suis partie du CNRS, le projet, c'était de réussir à comptabiliser l'empreinte carbone liée à l'utilisation des très grands équipements de recherche, très grands instruments de recherche, par exemple les accélérateurs de particules, etc., et réussir à les imputer au laboratoire en fonction de leur utilisation. Donc ça, c'était un des projets sur lesquels il travaillait. Et encore une fois, la définition des périmètres est vraiment une problématique que rencontrent les laboratoires, et notamment les laboratoires multitutelles. Et je dirais que le LN2, c'est un exemple parfait, parce que le LN2 est tutelle CNRS, Sherbrooke, Grenoble-Alpes, Centrale Lyon, et je pense qu'il en manque INSA. Donc voilà, c'est vraiment multitutelle, et donc ça veut dire que pour obtenir toutes les informations dont on a besoin, on va un petit peu jongler avec différents systèmes d'information, et la traçabilité de l'information est encore plus compliquée. Et je vous ai mis d'autres défis un petit peu qui sont liés à la réalisation de BGES au sein des laboratoires. C'est une tâche qui nous a été remontée comme très chronophage par les agents qui se dévouent pour réaliser le BGES, et tout spécifiquement si on n'a pas quelqu'un qui est vraiment dédié à cette tâche, je dirais à 100%, comme un ou une stagiaire ou un postdoc, une postdoc, etc. On a aussi la question de la compatibilité du format des données. Donc GES 1.5 demande un certain type de données. Je pense par exemple aux achats, et je pense par exemple aussi au LN2, où l'université de Sherbrooke, qui me semble, ne va pas comptabiliser ses achats de la même manière que le système français avec les codes NACRE. Donc ça, c'est encore une question à résoudre. Et donc oui, la question de l'existence et de la localisation de l'information qui prend beaucoup de temps. Identifier les interlocuteurs, interlocutrices, etc., ça prend vraiment énormément de temps. Et donc, malgré toutes ces difficultés, je dirais que le BGES reste plébiscité comme première étape d'une démarche de transition au sein des laboratoires. En fait, en début 2023, le pôle développement durable du CNRS a réalisé un recensement donc, de ces laboratoires pour un petit peu savoir les sonder sur qu'est-ce qu'ils étaient en train de mettre en œuvre, leurs initiatives, etc. Et donc, sur les 547 labos qui ont répondu à l'enquête, on a 50% qui ont soit réalisé leur BGES une première fois ou plusieurs fois, ou soit qui sont en cours de réalisation de leur BGES. Et c'est assez compréhensible parce que beaucoup de laboratoires veulent commencer par avoir des chiffres et avoir une base pour un petit peu penser aux initiatives qu'ils vont devoir engager par la suite. Mais j'ai aussi eu l'expérience de laboratoires qui considèrent que leurs disciplines sont assez semblables avec d'autres laboratoires qui ont peut-être ou non déjà réalisé leur BGES, et d'un côté et de l'autre côté qui savent un petit peu déjà sur quoi est-ce qu'ils pourraient travailler. Par exemple, un laboratoire qui fait beaucoup de missions se dit, bon, j'ai peut-être pas besoin de compter vraiment agent par agent pour travailler sur mes missions et réfléchir à ça avec mon personnel. Et au sein de l'INRAE, j'ai rencontré un ingénieur d'études, Frédéric Huard, qui développait un outil qui s'appelle Stop GES et qui permettait un petit peu de réaliser une évaluation sans comptabiliser tout précisément les périmètres, mais pour directement après prendre des initiatives, réaliser des scénars de réduction d'émissions carbone, etc. Donc on a un petit peu les deux pendants, mais je dirais que la réalisation du BGES comme première étape, c'est la démarche qu'on retrouve le plus souvent au sein des labos. Alors, quels outils pour lancer la démarche au sein d'un ou plusieurs laboratoires? Donc, comme je vous le disais, si on a bon nombre de labos qui choisissent de réaliser leur BGES en toute première étape, on s'est aussi vite rendu compte que la sensibilisation de l'ensemble du personnel au sein du labo et en amont, voire parallèlement avec le BGES, est vraiment primordiale. Et on a le cas aussi de certains groupes transition environnementale, green committees comme ils s'appellent parfois. Ces groupes-là vont parfois lancer au sein même de leur labo en fait, des enquêtes pour un petit peu tâter la température auprès de leur personnel et savoir sur quel positionnement est-ce qu'ils ont par rapport à une possible prise d'initiative relativement à des thématiques environnementales. Et c'est le cas de mon labo à Paris, à l'ENS, l'Institut de biologie de l'ENS. J'ai reçu un questionnaire il y a quelques semaines qui me posait pas mal de questions, qui me demandait alors est-ce que je serais prête à réduire ma consommation de papier, est-ce que je serais prête à moins partir en mission, vraiment sans prendre de décision, mais vraiment pour savoir comment est-ce que le personnel se positionne par rapport à ces questions-là.
Avec le récent soutien du CNRS, on a de plus en plus d'ateliers d'intelligence collective qui sont déployés au sein des laboratoires et on a des animateurs et animatrices qui sont formés pour déployer dans leur propre laboratoire et dans les laboratoires à proximité. Donc je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat, je ne sais pas si c'est un atelier qui est développé aussi au Canada. Ok. Donc voilà, la fresque du climat, c'est un atelier qui est très très populaire. On a un atelier 2 tonnes aussi qui permet de prendre conscience des efforts et initiatives à faire sur sa propre, je dirais, plus vie personnelle pour atteindre 2 tonnes par an sur ces secteurs-là. Et on a Mater en 180 minutes qui est un atelier formidable développé par Nicolas Gracio, qui est chercheur à l'IRD, et qui, lui, est spécifié plus particulièrement pour tout ce qui est activité de recherche, en fait. Donc, en fait, c'est comme un jeu de plateau, mais sur son ordinateur. On va être avec une équipe de recherche, on a sa discipline, et année après année, on va essayer de réduire l'empreinte carbone en enlevant, par exemple, des slots de modélisation, des missions, des voyages en conférence, etc. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment un outil qui est assez bien fait. Enfin, outre donc toutes les initiatives qui vont du geste individuel au cœur de métier, et je vous en donnerai un tout petit peu juste après, les laboratoires les plus avancés peuvent décider de s'orienter vers des dispositifs plus ou moins contraignants et forcément plus ou moins décriés au sein de leur labo pour limiter leur empreinte carbone. Donc on a des labos par exemple qui vont voter des scénarios de réduction en conseil de laboratoire. On va avoir par exemple des labos qui vont opter pour l'instauration d'une taxe carbone avec plus ou moins de difficultés. Et on a aussi des labos qui vont instaurer des quotas carbone pour les déplacements professionnels, mais en général avec exception. C'est-à-dire qu'il me semble, l'exemple de l'océan a établi des quotas d'émissions carbone pour les déplacements professionnels, mais avec un certain nombre d'exceptions. Par exemple, les doctorants, les jeunes chercheurs ne sont pas concernés pour éviter de leur rendre la tâche un petit peu plus difficile en début de carrière. Je vous propose quelques exemples d'initiatives en laboratoire et ces initiatives-là, je les ai tirées de la brochure Impact des pratiques de la recherche sur l'environnement qui a été éditée par le CNRS en janvier 2020. Donc parce qu'en janvier 2020, le CNRS a organisé une journée avec ses laboratoires pour un petit peu voir ce qui se passait, voir un petit peu l'avancée des laboratoires en termes de transition environnementale. Je ne pense pas que vous voyez, donc je vais peut-être vous les lire. Donc je vous ai indiqué le nom de l'unité du laboratoire et la démarche mise en action. Groupe d'analyse et de théorie économique donc, qui réalise un tri du papier via un réseau de réinsertion solidaire. Le laboratoire interdisciplinaire de physique qui réalise son bilan thermique des bâtiments. CIMI Paris qui réalise une amélioration de traitement des déchets en microbio. Le laboratoire de mathématiques qui rédige une charte éco-responsabilité de la recherche. Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques qui a installé un lombricomposteur pour les déchets dérivés de repas. L'Institut méditerranéen de biodiversité, d'écologie marine et continentale a réduit ses déplacements professionnels en transport polluant. L'Institut de maths de Bordeaux a créé une ligne budgétaire spécifique pour favoriser la transition au niveau du labo. Et l'Institut de bio et de chimie des protéines a créé un groupe PAN pour aider à la réparation de petits équipements en interne. Donc vous voyez, c'est vraiment des initiatives qui sont très diverses et j'en ai vraiment sélectionné parce qu'en général, les labos qui réalisent une initiative ont vraiment un set d'initiatives assez important. Et c'est des initiatives aussi qu'on va retrouver dans un labo de maths ou dans un labo de physique, un labo de bio, un labo de SHS. Mais parfois, on va tomber sur des initiatives qui se rapprochent un peu plus du cœur de métier. Et je pense par exemple à celle de CIMI Paris qui améliore ses traitements de déchets en microbio. Alors, je ne pouvais pas parler de politique de réduction des émissions sans parler des risques et des réticences de la part de le cas et des répondants et répondantes de l'enquête en 2021. Et c'est forcément des éléments que j'ai rencontrés au cours de ma position au CNRS. J'ai sous-titré le gros titre par cœur de métier excellence de la recherche, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. En général, les craintes sont cristallisées par le fait qu'on pourrait toucher, les chercheurs et chercheuses ont l'impression qu'on pourrait toucher au cœur de leur métier et aux activités en tant que telles. Et une phrase qui est très fréquemment dite par les instances dirigeantes du CNRS, c'est qu'on ne va pas toucher à l'excellence de la recherche. Donc ça, c'est vraiment une constante. On n'y touchera pas et on fera autour et on arrivera à un petit peu réduire avec toutes les activités annexes, on va dire. Donc la crainte de diminution de qualité des travaux de recherche, c'est une crainte qui
est partagé par près de 50% des répondants et répondantes à l'enquête de Labo 1.5. Tandis que, par exemple, j'ai pris l'exemple, je pense que j'ai pris l'une des initiatives les plus polarisantes, à savoir la réduction de missions en avion. Et vis-à-vis de cette initiative, on a plus de 50% des répondants et répondantes qui craignent que cela soit un frein pour l'insertion des jeunes chercheurs. Et près de 50% craignent aussi que cela puisse gêner leur recherche en tant que telle, c'est-à-dire l'accès à des terrains, travail de terrain ou collecte, production de certaines données. Enfin, j'aimerais vous parler en quelques mots de l'expérimentation 1.5 qui est menée par le groupement de recherche Labo 1.5. Et donc cette expérimentation soutient des laboratoires qui se veulent pilotes de la transition environnementale. Donc elle a commencé il y a 1 an et demi. Et en fait, cette slide, je l'ai tirée d'un point d'étape qui a été fait il y a quelques jours par l'équipe 1.5, donc qui donnait des conclusions très intéressantes sur la participation de ces laboratoires-là. Et donc, on a une vingtaine de laboratoires qui se sont portés volontaires pour rentrer dans cette expérimentation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a énormément de disciplines différentes. On a des maths, de la physique, de l'info, de l'anthropo, de la biologie, et je vous en passe. Je vous ai mis ce petit graphe tiré de la source Labo 1.5. Et donc, ces laboratoires ont eu à disposition le kit 1.5, c'est-à-dire un kit qui regroupe des outils de sensibilisation, des ateliers d'intelligence collective, mais également un kit qui regroupe des initiatives, on va dire, un petit peu plus contraignantes, comme comment établir des quotas carbone au sein de son laboratoire, comment établir une taxe carbone au sein de son laboratoire, mais vraiment au choix du laboratoire et des personnels. C'était vraiment au laboratoire, en fait, de réaliser son propre plan de transition et de réussir à se mettre d'accord avec les autres agents et sur la démarche sur laquelle ils souhaitaient s'engager. À ce point d'étape-là, on nous a communiqué qu'environ la moitié des labos s'étaient alignés sur les accords de Paris, c'est-à-dire moins 50% d'émissions carbone d'ici 2030 par rapport à 2019. 5 autres laboratoires se sont également engagés sur un scénario de réduction d'émissions carbone, mais pas à hauteur de moins 50%. Il y a 5 autres labos qui n'ont pas réussi à s'engager sur un scénario de réduction d'émissions carbone pour un certain nombre de raisons. Et ce qui était très intéressant en fait, dans ce webinaire, c'est qu'ils partageaient également les difficultés qu'avaient eu les laboratoires pour se mettre d'accord et un petit peu les points de friction, les points de conflit entre personnels et la manière dont cela pouvait mener à des débats très très virulents. Et au cours de ce webinaire a également été repartagé le fait que le BGES, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas trop précisé lorsque je vous ai présenté le BGES, mais forcément c'est un exercice, c'est un outil qui n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui va nous permettre de réussir à un petit peu cartographier la situation carbone d'un labo ou d'une entité, mais c'est un outil qui porte également beaucoup d'incertitudes, notamment au niveau des achats, et les achats qui sont le poste en général le plus important au sein des labos. Donc il y a aussi pas mal de laboratoires qui ont eu des soucis par rapport à ça, par rapport à une comptabilisation plus précise de leurs émissions carbone, ce qui les ont menés ou non à prendre des décisions et des initiatives. Et enfin, cet expé a confirmé l'importance de la sensibilisation de l'ensemble des personnels bien en amont de toute initiative. Ensuite, j'ai fait un petit slide d'appel à participation. Je vous laisse peut-être en parler. Merci. Donc, je découvre en même temps. C'était un peu l'idée de cette présentation, amorcer une discussion et effectivement déboucher sur effectivement un bilan au niveau du laboratoire. C'est quelque chose qui, la prochaine équipe aura à le faire, de toute façon. Peut-être qu'il y aura des exemptions pour les laboratoires à l'étranger. On veut aussi leur spécificité. Ceci étant, la réflexion, on n'y coupe pas. Il faut savoir quelles sont les marges de manœuvre. C'est vrai que ça fait un peu rêver quand on dit que j'entends la bonne nouvelle qu'il y a la moitié il y avait 5 labos qui avaient dit qu'ils allaient réduire de 50% en 2030. 10 labos. Ouais. 10 labos. Ouais. Honnêtement, des fois j'essaye d'être optimiste, mais là je ne vois pas comment ils vont faire. Mais, ils touchent à leur cœur de métier, en général, voilà. Pour avoir autant de marge. C'est des débats qui, plus on va vouloir aller un peu plus loin que juste raboter les angles et faire les 10-20 premiers pourcents d'économie.
Mais c'est pas une raison pour ne pas les faire. Hein. C'est pas parce qu'ils sont faciles à faire, au contraire, il faut les faire. Comment on fait pour aller plus loin? Et puis, l'idée, c'était de discuter. Et si, notamment à la fin, on pouvait avoir des volontaires pour aujourd'hui ou un peu plus tard, pour s'impliquer un peu davantage dans ces actions. Et moi, une des visions que je verrais bien, c'est avoir une approche, d'une part, du côté 3IT, parce que de toute façon, il y a ce même genre de besoin au niveau de U2S. Hein, c'est évident, c'est pas... Donc là, le LN2, parce qu'il est dans le CNRS, pourrait servir un peu de catalyseur pour démarrer un peu plus tôt, mais ces réflexions, elles vont avoir lieu partout dans les mois et années à venir. Donc c'est d'avoir le bilan côté 3IT, le bilan côté LN2. C'est pas exactement le même accès aux données, c'est pas le même, c'est pas les choses qui viennent forcément de façon prioritaire, qui viennent en avant de façon soit exploitée, soit dans la réalité. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir les deux approches qui vont peut-être avoir des pavages un peu différents, avec des précisions, des incertitudes qui seront différentes. Mais l'idée, c'est à la fin, est-ce qu'on ne pourrait pas joindre rabouter ces deux approches en se disant, en fait, on aurait pu travailler en faisant une règle de 3 sur les données de l'un pour passer de l'un à l'autre. Et on s'apercevra que ça, c'est peut-être facile parce que ces données-là, autant les prendre là, mais les autres, autant les prendre de l'autre côté. Et puis de toute façon, quand on est avec plusieurs approches, généralement, on converge mieux et de façon plus exacte. Je vois que... Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que là, il a été beaucoup question de 1.5. Donc, dans notre laboratoire, nous, on est en contact avec 1.5. Donc, Denis Machon, qui est présent ici, fait partie de l'axe formation. Moi, je fais partie de l'axe expérimentation. Il y a un autre axe qui s'appelle Art Science aussi. Donc, je fais partie de ces deux axes. Et on est en cours de discussion avec l'U2S pour rapprocher le 1.5 de l'université de Sherbrooke. Donc, on a un rendez-vous avec le rectorat au mois de janvier. Tout va bien, de juin 2023, pour défendre notre cause, donner des arguments qui iraient en faveur de pouvoir nous rapprocher, parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé transversalement. Ils ont cet outil qui est en train d'être adapté aux US, justement en fonction de ce qu'il y a besoin là-bas sur place pour faire les bilans. Je sais qu'ici, de toute façon, il y a beaucoup de bilans qui ont déjà été faits. Il y a une page à l'U2S. Pour avoir une médaille, je pense qu'ils ont dû justifier de certaines émissions et autres. Donc, il y a des bilans qui ont été faits. Mais est-ce qu'on peut essayer de rationaliser ? Ce qui est intéressant en utilisant un outil communément partagé, on va dire, c'est qu'après, les datas, on peut les exploiter et voir ce qui est de l'effet... Parce que si chaque labo fait son propre bilan avec son propre outil, après c'est difficile de comparer. Là au moins, après on a des éléments de comparaison qui sont possibles. Donc voilà, derrière ça il y a 1.5, puis 1.5 on est en contact avec eux. Donc c'est juste pour vous dire que ça rend encore plus possible le fait qu'on travaille bien. Est-ce que vous avez des questions pour Alice ? Ouais. Alors attends, je vais ramener mon petit micro. Concernant en fait le questionnaire, est-ce que tu n'as pas trouvé ça difficile d'avoir juste 20% de réponses ? Est-ce que ça n'a pas un peu teinté tes réponses au niveau de la pondération de chaque élément ? Parce que les conclusions étaient peut-être plus difficiles à faire avec un 20% de réponse. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais regardé ? Alors, c'est pas mon enquête, juste je reprécise, c'est bien l'enquête de Labo 1.5. Et effectivement, donc ils ont eu un taux de réponse qu'on pourrait considérer comme assez faible. Et quelque chose d'autre qu'on pourrait considérer comme biais, c'est le fait qu'on se dise que les personnes qui vont répondre, c'est peut-être les personnes qui sont déjà convaincues par cette démarche. Donc oui, effectivement, après on s'est rendu compte que... on a eu ce cas-là aussi pour l'enquête déplacement domicile-travail où au sein du CNRS, on a lancé une enquête et il me semble qu'on a eu un taux de réponse de 20-30%. Donc à chaque fois qu'on présente un petit peu ces résultats, on demande un petit peu de prendre de la distance parce qu'on sait qu'on target peut-être un pool de personnel un petit peu plus restreint. Donc les personnels qui vont être plus engagés et vont peut-être prendre plus de temps pour répondre à ces questionnaires qui sont en général longs, peut-être un peu... embêtant à répondre. Donc oui, c'est toujours des choses qu'on doit garder en tête. Après, je trouve que ça reste quand même un bon sample pour avoir des réponses à des questions qu'on ne pose pas forcément par ailleurs.
Et par exemple, on se rend compte que même pour le sample qui a été interrogé, on a toujours un vif panel de craintes, en fait, de craintes et de risques. Et on n'a pas 100% de personnes qui sont disposées à y aller vraiment de manière assez franche, quoi. Ouais, ça reste comme... Ouais, si je peux me permettre, juste parce qu'Olivier, qui est quelqu'un d'expérimentation, était venu nous présenter les résultats du questionnaire. Puis il y a eu comme 2 vagues de réponses. Il y a eu des gens qui ont répondu immédiatement. Ils ont dû relancer beaucoup pour avoir atteint 20%. Et ils ont déjà fait des calculs pour voir si les réponses étaient différentes entre la première et la deuxième vague. Ce qui leur a donné une idée de la pente vers laquelle on s'en allait doucement si on continue à relancer. Et ils ont aussi appliqué, enfin ils ont fait un travail sociologique sérieux là d'appliquer... C'est quand même sur 30 000, quand même. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup, mais c'est sûr que c'est que... Ouais, et ils ont beaucoup relancé, de ce que j'ai compris. En tout cas, super. Deuxième question, ça m'est venu comme ça, c'est pas la première fois que j'y pense. En fait, le bilan qui a été fait, est-ce qu'il est associé avec la fameuse bourse du carbone, genre actuellement, je ne sais plus en Europe, parce que le total de 440 000 tonnes, c'est un bilan qui est, je dirais, pas dénaturé, mais très peu concret, oui. Combien en valeur ça représente en termes, si on le mettait sur le marché du carbone, est-ce que c'est des choses qui sont regardées à l'association 1.5 parce que souvent on dit c'est du gaz, c'est des choses, mais ça manque de concret parfois parce que ça n'a pas assez d'impact. C'est un chiffre. Est-ce que c'est des choses que vous regardez, ça? Oui, en termes de communication, je sais que le CNRS réalise un gros travail à destination du coup des labos, des personnels, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas fait ici, mais on fait toujours attention d'associer la présentation du résultat avec un exemple concret. Par exemple, 1 tonne équivalent de CO2, ça va être tant de kilomètres en avion, ça va être tant d'ordinateurs produits, ça va être tout ce genre d'exemples. Après, côté économique, c'est pas du tout quelque chose qu'on a regardé. On s'est pas penché sur le fait que ce bilan-là, ça représentait une telle somme d'argent sur tel marché de carbone. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne s'est pas penché. Mais en termes d'exemples parlants, oui, c'est toujours quelque chose auquel j'aurais dû faire attention et on essaie de faire attention pour communiquer ce résultat. Et dernière question, c'est qu'est-ce qui vous a permis en fait de sensibiliser chaque laboratoire, des fois d'un peu de lancer. Tu disais justement par rapport à avant le bilan, justement les chefs de labo n'avaient pas l'air d'être trop convaincus, mais les résultats les ont convaincus. Et je dirais, qui est le plus important à convaincre? Le chef de labo, justement, qui sait qu'il faut aller convaincre dans ces cas-là, parce qu'on est tous un peu différents ici, on a tous des origines un peu différentes, des sujets, des fonctions différentes. Pour toi, c'est quoi le plus important, la personne là où les personnes clés à aller contacter? Alors, je dirais qu'il y a différentes échelles. Moi, dans mon cas, c'est super marrant que je sois là aujourd'hui parce que quand j'étais au CNRS, j'ai vraiment eu la vision en fait nationale. Et en fait, on se rend compte au national qu'on voit le comité de direction, les directeurs et directrices d'instituts, le PDG, directeur des ressources humaines, et autres, mais en fait, on ne voit pas ce qui se passe. Il y a un plafond, en fait, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas ce qui se passe dans les labos, en fait. Et vraiment, moi, je dirais que nous, notre tâche, ça a vraiment été de convaincre déjà les instances dirigeantes qui étaient elles-mêmes pas convaincues. Donc il y a cette tâche-là en hausse qui se passe au siège à Paris 16e. Et après, il y a ce qui se passe dans les laboratoires. Et dans les laboratoires, vraiment, ce qui était super précieux, c'était d'avoir la parole des gens des labos qu'on rencontrait au cours de séminaires, de journées organisées dans les délégations régionales et qui nous disaient comment ça se passait. Et la manière dont on l'a perçu, c'est que ce qui était assez important pour des personnes qui étaient motivées au sein des laboratoires, c'était vraiment de retrouver d'autres personnes qui étaient motivées au sein de ces mêmes laboratoires. Et d'après, réussir à se fédérer en réalisant un petit groupe et en essayant de ne pas se fatiguer, parce que la fatigue... Et c'était ça qui était le plus important. Et je ne sais pas si... Oui, forcément, les instances dirigeantes du labo, je pense que c'est les personnes, c'est des personnes qui sont très importantes aussi à convaincre, mais ce n'est pas les seules. Je pense que le personnel de labo en lui-même, je pense que c'est important qu'il y ait une dynamique un petit peu commune pour après porter... Parce que ça va pas réussir à se porter si simplement les directeurs et directrices de laboratoire, ça, c'est pas possible. Mais je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Je pense que même vous êtes tous... très bien deux points, en disant la même chose
Je rajouterais bien 2 points pour répondre aux questions en cours. La première, c'est de reformuler ce que tu viens de dire, en fait. Les directions des labos sont des personnes nécessaires, mais absolument pas suffisantes. C'est-à-dire que si elles sont contre, dans les labos où les personnes étaient contre, enterrer le dossier, c'est facile. Mais lui laisser l'occasion d'être discuté, d'être des facilitateurs et au moins d'encourager, de laisser faire, ça c'est quelque chose de facile. Alors je vous rassure, c'est acquis pour le LN2. Présent et à venir. Typiquement, le Labo 1.5, avant, c'était une association de personnes qui faisaient ça, entre guillemets, en dehors de leur temps de travail. Mais pour y adhérer, il fallait quand même y consacrer une bonne partie de son temps, ce qui était à un moment un peu difficile. Quoi ? Voilà, qui se sont mis à y consacrer une bonne partie. Maintenant, c'est un vrai organisme, un vrai groupement de recherche reconnu par le CNRS. C'est-à-dire que tout agent qui est dans un laboratoire CNRS, il peut passer son temps, c'est bien vu, à passer du temps sur ces questions-là. Donc, les directions de labo, nécessaires, mais absolument pas suffisant. Ça peut venir que du collectif. Et la deuxième chose, c'est de rebondir sur l'histoire des 20% qui sont plus ou moins représentatifs, etc. On a eu un paquet de réunions sur ce sujet-là. Récemment, au niveau des directions de labo, il y en a eu quasiment une tous les 15 jours depuis le début de l'année. Et ça s'est fini par une journée nationale où il y avait tous les directeurs de tous les labos de France, les 1100 labos qui étaient supposés être à Paris pour discuter. Ils sont vraiment en train de tirer, enfin moi j'ai le sentiment, le signal d'alarme. On fait quoi ? Parce que compter c'est bien, mais après il faut... Voilà, après il y a la suite. Et moi j'ai été bluffé au cours de toutes ces réunions, c'est du nombre de labos où il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Mais vraiment beaucoup. Et avec des changements de direction qui ont été faits, même y compris sur cette base-là, et avec des engagements qui sont forts. Et ça, on n'obtient pas ça avec 20% du labo. Et le message, d'ailleurs, c'était souvent au niveau des directions, essayer d'aider les jeunes qui n'en peuvent plus, qui ne se trouvent plus à leur place, qui ne savent pas bien où ils sont, plutôt que de se battre contre les quelques récalcitrants, en général beaucoup plus vieux, qui ne veulent rien changer. Ce n'est pas la peine de s'user, parce que de toute façon, on n'en a pas les moyens. Et ce n'est pas une ou deux ou trois personnes qui ne veulent pas jouer le jeu qui, de toute façon, changeront le résultat. Il faut vraiment concentrer son énergie pour favoriser le travail de ceux qui sont dynamiques, qui veulent y aller pour arriver à faire bouger la majorité silencieuse. C'est vraiment ça l'enjeu. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait profiter de la journée d'aujourd'hui et de la présence d'Alice pour lancer le débat ici. Ouais, l'important dans tout ça, c'est quoi ? Moi, il y a eu le canevas qui a été posé. Peu importe si la précision n'est pas au ppm, au moins ça a lancé les idées, ça a lancé les points de vue importants. Du coup, merci. Ouais, alors, ça va être un peu long parce qu'il faut expliquer le setup. Mais déjà, c'est pour reprendre notamment tout ce qui est sur bilan gaz à effet de serre, notamment tu parles de l'université de Sherbrooke, Céline. Du coup, j'ai discuté avec la personne qui s'en est chargée à l'université de Sherbrooke. En gros, ils ne sont pas allés très loin parce qu'ils sont arrêtés vite dans les scopes parce que c'est notamment la microélectronique, c'est une boîte noire, il n'y a rien, il y a absolument zéro résultat dans ce qu'ils ont sorti. Est-ce que c'est représentatif ? Pas vraiment, c'est sûrement très très en dessous de ce que ça représente au niveau de l'université. Et normalement, on dit là-dessus parce que moi, je viens de Grenoble, mon laboratoire d'avant, du coup, le LTM, qui est aussi dans les tutelles, et le LTM, effectivement, ils ont engagé 2 personnes pour faire un bilan complet au scope 3, hyper détaillé, et justement pour avoir la vraie mesure du truc. Et là, on voyait qu'on arrivait à des trucs gigantesques, mais surtout parce que c'est la microélectronique. C'est parce que c'est le domaine lui-même qui met quelque chose d'énorme. Et quand on discutait, on a discuté plusieurs fois avec ça, notamment lors du colloque LN2, je pense que vous avez pu voir avec Thierry Baron et tout, discuter un peu avec lui, il a dû en parler. C'était que eux, ce qu'ils voyaient plus, c'était le côté, du coup, nous, on a fait ça, on est arrivé, alors, on a fait des réunions avec tous les gens du labo, on a donné des idées, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, on a des idées plein sur les missions, mais les missions, c'était 4% même pas hein, dans le truc du LTM, tellement c'était la microélectronique prenait une place importante. Du coup, sur le reste, il y avait très peu de choses à dire, en fait, parce qu'on n'avait quasi pas d'idées. Là, c'était... On remet en question tout ce qu'on est en train de faire. Et là, c'est de la directive. Eux, ils étaient là, genre, mais on doit faire quoi ? Est-ce qu'on remet en cause la directive ? Genre, est-ce qu'on arrête de faire du développement ? Parce que bon, maintenant, il y a des choses qui font plus de développement que de recherche. Ces questions-là. Et là, pour le coup, les directives, enfin, en tout cas, c'est un très petit microcosme, hein, parce que c'était sur le thème Grenoble, qui disait, là, eux, il manquait de direction
clair. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va remettre en question ça. Et même si c'est un petit truc, un petit microcosme, comme c'est un laboratoire qui, pour le coup, a un bilan très très élevé, c'est pas négligeable non plus par rapport à d'autres. Si on comparait, ils avaient comparé leur truc avec le laboratoire ISTER, là aussi à Grenoble, qui est en géo. Eux, ils ont un bilan carbone en fait, qui est ridicule, mais tout est basé sur l'émission, parce qu'eux, ils font que se déplacer pour leur truc, ce qui est très différent. Mais du coup, quels sont les... Je vois. Mais je dirais qu'il n'y a pas de... Je comprends tout à fait, c'est une réflexion qu'on a eue, en fait, quand on a bossé, qu'après on a sorti le résultat, et en fait, je pense qu'on était focalisé sur les missions avant coup, et puis après on se rend compte qu'en fait c'est les achats, et au final j'ai l'impression que ça a été un peu utilisé pour dire mais vous voyez en fait les missions c'est rien du tout, alors que c'est 13% de 440 000 tonnes équivalent CO2. Enfin, là je prends vraiment le constat global, mais en fait on s'est rendu compte, enfin il n'y a pas vraiment de petits postes, et tout ce qu'on va pouvoir travailler, on va essayer de le faire en fait. Et j'ai bien compris du coup, toi ton labo en fait c'est directement l'empreinte carbone, enfin c'est celle du cœur de métier en fait que vous avez traduit à travers le bilan. Donc j'aurais pas de réponse à cette question, bien sûr, mais je sais qu'il y a il me semble que c'est les astrophysiciens qui réfléchissent vraiment à est-ce que notre activité, on doit la continuer, est-ce qu'on doit continuer à construire des télescopes, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est tout cet équipement-là, super cher, super énergivore, ça pesait pour, il me semble, plus d'une 30aine de tonnes équivalent CO2 par personne. Et il y a vraiment des personnes de cette discipline qui se posent la question, est-ce qu'on doit continuer à construire à foison alors qu'on pèse super lourd, quoi. Donc là, je sais pas. Je sais pas. Ce qui reste, c'est le problème de mutualisation, par exemple. On avait dit, parce que le truc des équipements, c'est pas que l'énergie, c'est aussi la fabrication. Surtout la fabrication, ouais. En général. Et du coup, c'était ça le truc, c'était la seule solution qu'on avait un peu discutée, c'était mutualiser les équipements. C'est un des seuls trucs qu'on trouvait. Sinon, t'arrêtes de faire. Pour rebondir là-dessus, pour la partie évaluation LN2, l'idée, c'est aussi une des approches possibles, il y en a plusieurs, c'est d'aller voir les labos similaires qui ont justement beaucoup investi, parce qu'on ne va pas forcément, et puis on est un peu pressé, puis il y a des limites de contraintes de temps, de budget, etc., mais d'aller voir des labos comme le LTM, le C2N, le LAS, etc., voir si ils ont des profils suffisamment semblables pour qu'on puisse justement faire un calcul, je dirais, profil de bilan avec type de laboratoire. En toute logique, s'il y a une certaine cohérence, on devrait la retrouver. Auquel cas, on pourrait faire une sorte de règle de 3. Ça serait une des façons aussi d'arriver. Et puis voir quelles sont les idées qu'ils ont mis en place pour aller faire cette baisse de façon significative. Et il y avait un autre point, ça va me revenir. Ce que je voulais peut-être ajouter, c'est que quand on avance dans ce type de travail, finalement, on arrive à un enjeu fondamental qui est l'enjeu identitaire de questionner qu'est-ce qu'être chercheur et quelle est la mission d'un chercheur et pourquoi il est là. Puis souvent, c'est ça qui est contourné comme discussion, parce que ce soit pour la microélectronique, tu vois, mettons, revoir entièrement comment on fabrique une salle blanche, comment on gère les déchets, l'utilisation des résines, etc. C'est tout un travail qui est énorme. Donc ça, il y a beaucoup de chercheurs qui réfutent. On avait posé la question il y a quelques années, question qui est restée, on va dire, à l'état de question, parce que c'est difficile d'aller sur ce terrain-là, parce que c'est un enjeu identitaire. Tout ce qu'on m'a dit que j'avais fait jusqu'à maintenant, pour tendre vers l'excellence, il faut que je le remette en question. Donc le Labo 1.5, les questions qu'il pose dans l'outil expérimentation, une partie, c'est faut-il sanctuariser certains domaines de recherche? Donc est-ce qu'on peut s'accorder, par exemple, pour dire que tout ce qui est l'aéronautique, on ne va pas toucher, tout ce qui est le travail dans l'espace, etc. Puis d'autres, on va essayer de travailler pour réduire leur GES ou pas. Ou est-ce qu'on se dit que tout le monde doit faire sa part? Donc ça, c'est le type de questions qu'on a dans ce domaine. Wafer, qui sont ce qui consomment le plus, parce que dans le bilan c'était ça. Et donc du coup, et là tu viens toucher sur est-ce que le but c'est d'aller jusqu'au développement avec l'entreprise ou alors est-ce qu'on reste plutôt sur la recherche. Et cette question-là, par exemple, ça c'est ce que les gens attendaient.
est-ce qu'il y a une guideline là-dessus ou est-ce que C'est non? ça. Parce que là-dessus, il y a des gros... Donc ça questionne sur la stratégie de recherche, fondamentalement, ce que tu es en train de faire et ta roadmap à 10-15 ans, qui pour l'instant est une roadmap qui a été orientée sur la question de la performance d'une course que tout le monde suit et qui est la même pour tout le monde. S'il y en a un qui commence à décrocher, il se dit qu'il va perdre dans la course. Donc tu sais, c'est un problème plus complexe. Là. Toucher au sujet de recherche, ça devient complexe. Là. Mais en tout cas, le labo 1.5 est dessus, une partie du labo, parce que c'est vers ça qu'on tend, après avoir bougé, on composte les déchets, on fait ci, on fait ça. Là, après, petit à petit, on se rapproche de, OK, mon travail en tant que tel, comment je peux faire en sorte d'améliorer, puis ça touche directement au sujet. Oula, je vais être très près, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, vas-y. Donc, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment gentil de venir nous présenter tes résultats. Moi, je vais avoir peut-être une question sur les actions. Est-ce qu'il y a des actions que tu as, vu ton expérience, est-ce qu'il y a des actions qui sont plus efficaces que d'autres? Alors, efficaces en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre ou en termes d'action fédératrice. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'effets concrets, mais en fait, les gens se retrouvent autour de ça. Je dirais que les ateliers d'intelligence collective type la fresque, c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de monde, même les gens qui au final sont pas trop... Je crois que les directeurs d'instituts en ont fait, je me souviens plus, mais on en a même réalisé une au sein des instances dirigeantes et même, je pense, les personnes qui sont pas trop... qui ne se sentent pas trop concernées, qui se disent bon, moi, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, je connais tout. Bah, justement, ces personnes-là, parfois, vont peut-être se présenter à cet atelier-là et puis vont être en général un peu emportés par la dynamique collective parce que c'est un atelier qui est super ludique. Enfin, je trouve que c'est super ludique et puis ça reste assez simple, ça reste assez bon enfant. Et c'est aussi une critique qui est faite à cet atelier, c'est qu'il n'y a pas de... On ne verse pas du tout sur le côté politique, quoi. C'est vraiment simplement les causes, conséquences physico-chimiques, etc. Je dirais aussi dans la même lancée, Ma Terre en 180 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait cet atelier. Je trouve que c'est vraiment intéressant de se mettre dans la peau d'une équipe de recherche, même si c'est probablement ce que vous êtes ou non déjà, mais de se mettre dans la peau d'une équipe de recherche et d'avoir vraiment ce jeu sur 5 années et je dois arriver à tel objectif, mais j'ai mes modélisations à faire où je dois partir au Pérou pour faire du terrain et qu'est-ce que j'enlève vraiment. Et c'est vraiment un casse-tête parce qu'on se dit mais mince, en vérité, dans la vraie vie, sur quoi j'aurais renié, quoi. Donc je trouve que les ateliers d'intelligence collective, je pense que c'est un bon point de départ. C'est pas trop méchant, c'est pas trop agressif. Et puis après, ça aide un petit peu à développer les réflexions en termes de débrief, en termes de maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez vu que ça, dans Ma Terre en 180 minutes, on pouvait rogner et on gagnait tant de tonnes d'équivalent CO2. Et après, pour le reste, en fait, je pense que en termes d'efficacité, l'un des risques aussi, c'est de partir à fond les ballons sur des initiatives. Et en fait, au bout de quelques mois, on ne tient plus trop l'action parce qu'en fait, il y a des gens les gens ont un boulot et en fait, c'est aussi très chronophage. Et même du style, les actions que j'ai présentées, les initiatives en 2020, je ne sais pas où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui. En fait, ça pourrait être intéressant d'aller voir. Je ne sais pas où est-ce qu'elles en sont. Et les gens sont super volontaires, mais après, en termes d'efficacité, je ne sais pas si on a encore un regard, mis à part l'expérimentation 1.5, ça je pense que c'est vraiment super d'aller voir. En termes d'efficacité, à plus grosse échelle, c'est assez compliqué de voir encore aujourd'hui. Questions, commentaires, volontariat. Est-ce que vous aviez prévu que Denis dise un petit mot? On m'a demandé de... Ouais, c'est ça. Donc, tiens, je te laisse la... C'est plus... Est-ce que tu as des slides? Pas du tout. Non. Bah, là... Ouais. Je vais mettre... On pourrait peut-être, je sais pas si on pouvait peut-être... on aurait pu brancher sur un intranet, mais je sais pas si... Sur Intranet? Ouais, pour voir si...
peut-être la plupart d'entre vous ici, peut-être la moitié, savent qu'on a eu à un moment donné, pour le moment, le groupe Teams développement durable du 3IT était un peu en flottement, en survie. Ouais, tu peux mettre sur développement durable. Je sais pas si on le voit. Je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est dans l'intranet, le SharePoint. En fait, il n'y a aucunement mention de ce qu'on vient de discuter. Ça va être quelque chose justement qui va être à construire. On l'avait déjà mentionné, ça faisait partie des choses dans les buts à atteindre justement de la partie laboratoire, de bien regarder en fait le fonctionnement, de regarder ce qu'on était capable de quantifier dans le futur. Pour le moment, ça s'est limité à peut-être du scope 1, scope 2. C'est pas vraiment dans les actions. Oui, peut-être le transport actif. Je sais pas pourquoi la photo du transport actif sort pas, mais c'est pas grave. Ça, c'est les trois, on va dire, les trois volets qui sont, on va dire, un petit peu actifs. Je regardais justement dans le bilan que présentait Alice, que les déchets... je crois que ça faisait 0 dans mon... C'est 0%. Mais bon. C'est une grosse action pour... Non, mais c'est très mal encore comptabilisé, en tout cas dans le ok, bilan. c'est Oui, comptabilisé, mais c'est pas... C'est très mal, parce que les méthodes qu'on a utilisées... il y a tellement de déchets qu'en fait, on n'est pas capable de... Mais surtout qu'on ne sait pas encore, et ça c'est vraiment local et régional, en fait, c'est presque chaque labo qui traite soit avec son campus, soit avec sa DR, et on n'a pas du tout de vision. Enfin, les modèles ne fit pas trop, il n'y a pas trop de... Non, on n'a vraiment pas de vision, c'est pas du tout significatif. Parce que pour parler des déchets, en ce moment, il y a l'université qui est en train d'élargir justement au 3IT la gestion des résidus de laboratoire. En fait, tout ce qui est plastique, quasiment toutes les poubelles, il y aura quasiment plus de déchets, ça va 90%, ça va être de la revalorisation, ça ne sera pas vraiment du recyclage, mais c'est déjà mieux que rien. Ça va servir à faire des meubles de jardin, des meubles extérieurs, au moins, c'est déjà ça, au lieu de passer à l'enfouissement. Là, ils sont en train de mettre en place, ils regardent avec la compagnie pour voir si Donc là, en termes de transport actif, je ne sais pas si vous avez déjà en fait individuellement regardé un petit peu, déjà navigué dans les... Je vous invite à le faire, il y a des choses sur les aménagements verts, bon ça c'est un peu plus ludique qu'autre chose. Et pour la gestion des matières résiduelles, bon ça c'est un peu plus classique. Mais c'est ça, on aimerait, ça serait bien de rajouter la partie vraiment laboratoire. Ça va être il va y avoir besoin d'un gros brainstorming à travailler, un gros travail individuel pour chaque laboratoire. C'est sûr que ça serait intéressant. Puis, t'as pas quelques jours à nous consacrer Je vais revenir, probablement. Bon, je sais qu'on a un moins de soleil qu'en Arizona, c'est sûr. C'est moins intéressant. L'été, c'est l'avantage. Non. Doctorat à faire, mais... Ok. Après, une sideline. On peut s'arranger. Et tout ça, c'est des points sur lesquels l'Université de Sherbrooke, en tant qu'institution, sollicite, entre guillemets, le 3IT régulièrement. Et c'est toujours un peu les mêmes qui s'y collent. Oh, oui, c'est ça. C'est toujours... On les remercie, on le remercie. Ouais, donc, mais c'est pour ça que... Parce que je me sentais un petit peu seul à la mise en place de ces trois... du contenu. Moi, j'ai été... il y a quand même des très bons spécialistes à l'université qui m'ont aidé pour savoir le contenu, que je ne disais pas de bêtises. Ils sont revenus sur des corrections, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est là qu'on pourra rajouter justement le volet laboratoire qui va demander quand même beaucoup un plus grand travail. Mais c'est vrai que ça paraît, moi de mon côté, j'imagine que c'est le cas pour tout le monde, c'est par où on commence, quoi. Déjà trouver l'outil déjà, ça va permettre, c'est un bon point de départ. J'imagine que ça, essayer de savoir s'il y a des personnes ici. Mais je sais que
au niveau de... Je connais un petit peu le développement durable à l'université, mais le volet que, visiblement, il y a des événements qui sont organisés de développement durable et que j'étais un petit peu jaloux, là. Je n'étais pas invité, mais c'était juste que je ne sais pas s'il n'y a pas des fois des îlots d'un peu d'information ou des choses qui se font qui ne concernent pas le 3IT, qui sont... Parce que, oui. C'est le thème fédérateur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben là, c'est plus recherche, quoi. C'est recherche plus pure. Ouais, c'est plus des présentations de recherche ou en lien avec le changement climatique, développement durable. Non, juste pour... j'avais un petit peu peur qu'il y ait double emploi à un moment donné qu'on travaille d'un côté puis que... Ouais, je pense que c'est complémentaire, là, pour le coup. Ah, il crotte partout. Donc, c'est sûr on pourra peut-être relancer, pour la partie laboratoire, c'est sûr qu'on pourra relancer, réinviter des gens peut-être à retravailler sur aller revisiter le canal Teams développement durable 3IT. Cette partie-là. Après, c'est de savoir comment on va démarrer. Là, on a déjà peut-être une idée avec l'outil 1.5, ça va déjà être... Et est-ce qu'il y a un canevas d'évaluation par où on commence? Est-ce qu'il y a une procédure? C'est un outil qui est assez simple à prendre en main. Il y a des vidéos pour un tutoriel, etc. Mais c'est super bien. Ouais, c'est super bien fait pour les labos français, gérés par les tutelles françaises. Ouais. Parce que là, à la limite, on prend le fichier du labo, parce qu'il existe un fichier du labo, et il passe dans la moulinette et le résultat ressort. Il y a des choses qui sont totalement impensables à faire ici, où toutes les dépenses ont chacun son UBR, chacun... c'est quoi ça? Sur l'émission, on va tracer l'émission. Dans sa faculté, son département, etc. Donc il y a des choses, on n'a pas la collecte d'informations aussi simple. Donc on peut aussi repartir c'est très bien fait, mais il y a un sérieux besoin d'adaptation. Mais Alice nous a proposé d'aider les personnes qui feraient cette vision aussi bien 3IT que LN2. Si on prend quelqu'un, Alice nous aiderait. Fallait pas dire oui. Mais on pourrait aussi parler. Même pas eu besoin de pousser trop. On pourrait partir du bilan U2S aussi, qui est très sommaire sur le 3IT, mais enfin du bilan plus global U2S. Je pense qu'il y aurait un gros point à faire sur les plateformes, qui n'a pas été poussé jusqu'au bout, puis parce que c'est peut-être là dans le bâtiment ce qu'il y a le plus de. Je spécule, mais peut-être. Typiquement, on parlait de pavage différent pour voir l'impact. Typiquement, entre le LN2 et le 3IT, le 3IT, a priori, il va y avoir par plateforme, c'est clair. Alors que la partie LN2 est plus concernée par quelques-unes des plateformes, mais moins par leur ensemble. Mais il y a aussi, je pensais à quelque chose là, comme on a abordé le sujet, vous parliez qu'au départ, les gens qui ont créé 1.5 qui faisaient ça en temps libre, et puis le temps libre est devenu le temps complet. Est-ce que c'est pas quelque chose justement qu'il va falloir peut-être envisager, d'avoir des gens qui soient ou peut-être un mi-temps, ou quelqu'un qui soit... Est-ce que c'est des choses... C'est en discussion. Ok, d'accord. C'est le nerf de la guerre, parce que s'il n'y a personne qui... Il faut quelqu'un qui se sente concerné tous les jours. Là. Ouais, ça, qui l'endosse. Ouais, c'est ça. Je sais qu'à la plateforme Nano, on a déjà amorcé la discussion. Juste pour dire qu'en fait, à la plateforme Nano, on a déjà amorcé la discussion là-dessus. Puis, c'est ça, ça serait cool qu'on puisse travailler ensemble pour qu'on n'utilise pas un outil différent, puis qu'on puisse pas comparer les résultats après. Là. Et que nous, on est là-dedans. Guillaume aussi travaille avec moi là-dessus. Complètement l'idée, c'est éviter la fragmentation et même si on utilise des outils un peu différents, être clair sur quelles sont les passerelles pour passer de l'un à l'autre. C'est pas une question, c'est que la nouvelle administration du 3IT va se faire un plaisir de coordonner ça au niveau du bâtiment. C'est qui ça? On ne sait pas leur proposer. C'est enregistré. C'est pas tombé dans l'oreille. Donc, oui, merci surtout de prendre l'initiative
côté. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Ok. Rassembler les forces vives. En tout cas, j'ai hâte de rajouter une case laboratoire. Plein de sous-cas. Oh oui. Non, je veux pas. Bah, en tout cas, je pense qu'à moins qu'il y ait une autre question, à mon avis. Ça, c'est une très bonne question. Bah, je pense que le plus simple, c'est qu'on va essayer de rebondir à partir de cette équipe Teams-là, au niveau du 3IT. C'est le plus simple, c'est le plus inclusif. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas tant de monde que ça, mais je sais qu'il y a des gens qui ne savaient juste pas que ça existait. Donc on va peut-être... intéressé à être intégré à l'équipe. Donc là, il suffit de parler. Il y a... Oui. On peut... Ah non, il n'y avait pas d'inscription, j'allais dire. Sinon, on va envoyer... C'est on ça, peut si. essayer d'envoyer déjà à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Oui, bon, on peut faire un appel à tous. Ou, ouais. Et peut-être préparer une information pour une diffusion plus large au niveau du 3IT, au niveau du LN2. Il va y avoir plusieurs journées de plateforme, de labo dans les semaines à venir. Typiquement, c'est des occasions d'en parler. Bah, je vois deux volets. Il y a un volet sensibilisation. Tu avais commencé avec la fresque, mais tu sais, on pourrait le refaire un peu plus en amont pour qu'il y ait plus de gens, puis qu'on ait plus au niveau 3IT, une espèce de communauté qui se met en place. Et après, sur le volet plus bilan GES, peut-être on pensait c'était prendre un stagiaire CUF, ou, donc pour commencer en tout cas, pour essayer de... Mais tu sais ça, si on est plusieurs, mais là, moi je peux commencer à rédiger une offre de stage, puis on le propose, puis on trouve quelqu'un, puis on amorce comme ça le début Mais du le projet. de la stagiaire, c'est pas magique. Qu'elle Ouais, puisse c'est ça. discuter avec des personnes. Ouais, il faut des interlocuteurs. C'est du vrai temps, ça, c'est évident. Ouais, du coup, juste un truc là-dessus, je me disais, parce que là, on l'a évoqué tout à l'heure, quand tu disais que dans les missions CNRS, ça fait partie des missions de l'agence CNRS, de l'environnement, tout ce genre de choses. Mais est-ce qu'au 3IT, il y a une chose comme ça? Est-ce que ça pourrait pas aider si le 3IT prend en disant que les agents du 3IT ont pour mission, ça fait partie de leur mission, c'est pas juste travailler pour le professeur, pas juste le mandat qu'on t'a donné lors du truc, mais c'est qu'aussi ça fait partie de ta mission entière d'être au 3IT et de faire ça. Est-ce que ça pourrait pas aider aussi? Non, je sais pas. Par exemple, pour de la motivation. Formalisé, mais l'université est assez fière de son Ouais. statut platinium sur le système STAR mondial d'université en développement durable. Donc, ce que tu viens de dire, grosso modo, ça va finir par se cristalliser en tant que message, parce que ça donne déjà pas mal en formation, peut-être plus en formation qu'en recherche. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en France, ils ont comme presque rendu obligatoire de faire d'un bilan GES Ah oui, par maintenant, établissement. Donc ça met... Ok. Parce que, je trouve ça, en plus, quand on parle, c'est sur développement durable, et la première chose, c'est de faire son bilan, et pour le moment, on n'est pas dans cette étape. Voilà, on est maintenant, et c'est une bonne première étape, et puis je pense que ça va motiver plus de personnes, parce que parler développement durable pour parler développement durable, c'est pour le moment, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais avec un bon point de départ comme le bilan, ça va faire toute une différence. Je pense qu'on aura peut-être un peu plus d'écoute de tout le monde. Ok. Donc voilà. Eh ben, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Alice. Ouais, merci.